les cellules qui passent et la paroi du capillaire et ce qui l'entoure. Le sang, le capillaire continu, c'est un endothélium. Endothélium égale épithélium pavimenteux simple, tellement pavimenteux, tellement simple que quand on regarde en microscopie optique, en tout cas, on voit pratiquement rien et seulement un petit noyau qui fait saillie de temps en temps. Mais en microscopie électronique, et encore mieux sur les schémas, on voit bien que même dans les capillaires les plus petits, il y a une ou plusieurs cellules endothéliales qui forment tout le tour, qui sont continues autour de la lumière du capillaire, qui sont liées entre elles, là où il y a affrontement entre les cellules, par des moyens d'union très importants, et en périphérie desquels existe une lame basale continue. Donc il y a une double bordure continue, endothéliale et basale. Pas sur ce schéma, mais qu'on a dit tout à l'heure, pour s'en débarrasser le plus rapidement possible. Dans un dédoublement de la basale, c'est là qu'on trouve volontiers ces cellules de type musculaire, mais qui ne se contractent pas, que sont les péricytes. Très bien. Endothélium, basale, péricyte, c'est la paroi du capillaire. La paroi qui est donc largement dominée par la cellule endothéliale et la basale, qui assure un certain nombre de fonctions, tout d'abord liées à la circulation et très directement les échanges, mais pour laquelle les physiologistes, là encore, c'est à eux que reviendra cette noble tâche, vont vous rajouter que l'endothélium n'est pas un simple revêtement inerte qui se contente d'être là pour contrôler ce qui passe d'un côté et de l'autre, mais a tout un ensemble de fonctions métaboliques propres, de fonctions qu'on vous détaillera le moment venu, mais qui font donc, qui permettent d'insister sur cette couche endothéliale de façon indispensable. Au plan morphologique, pour nous, c'est quand même les échanges qui dominent, et ce que je ne vous ai pas dit, mais ce que j'aurais pu vous dire ici, vous rappeler, c'est que parmi les mécanismes de transfert au travers de la paroi capillaire, il y en a de nombreux, il y a des transferts plus ou moins passifs ou actifs, etc. Et il y a aussi des mécanismes d'exocytose, d'endocytose et d'exocytose qui peuvent se faire au travers de cette paroi endothéliale et dont atteste en morphologie, c'est le point de départ quand même de nos descriptions, en morphologie la présence de nombreuses vacuoles intracytoplasmiques qu'on voit très clairement sur les parois des capillaires continus. Barrière d'échange, les physiologistes vous rajouteront que, compte tenu des propriétés du sang, il y a un petit dépôt qu'il faut considérer qu'il y a un petit dépôt de fibrine qui est présent du côté luminal, là où j'essaie de déplacer le curseur maladroitement au centre, et qu'il y a un mince dépôt de fibrine qui tapisse la cellule endothéliale, et que si on parle de barrière d'échange, de paroi endothéliale, il est de bon ton de rajouter aux structures morphologiques bien identifiées que sont, encore une fois, la cellule endothéliale, la basale et ou les péricytes, de rajouter un petit film de fibrine qui fait partie des structures à considérer dans les échanges transcapillaires. Au passage, puisqu'on en est là, je vous rappelle, version de P1, qu'à côté des capillaires continus, cas le plus fréquent et ce qu'on voit dans les unités microcirculatoires communes, il y a des variantes. Les capillaires fenêtrés qui se caractérisent par l'absence de péricytes, mais surtout par le fait que dans les cellules endothéliales, il y a des fenêtres, des pores de petite taille, quelques nanomètres, 10 à 80, dont on lit dans les bouquins, en principe, qui peuvent ou non être fermés par une membrane et qu'on voit particulièrement dans des organes ou dans des tissus où il y a d'importants échanges liquidiens, notamment d'importantes fuites liquidiennes au travers de la paroi endothéliale du capillaire. Et puis dernier point, dernière variante, à côté des capillaires fenêtrés, il y a les capillaires qu'on appelle sinusoïdes, à cause de leur organisation générale, topographique, mais qu'on appelle aussi discontinus, et c'est peut-être ce mot-là qui est le plus proche de la structure histologique. Pourquoi? Parce que la paroi est, comme il est indiqué sur le schéma, discontinue. Bref, il y a des trous à la fois au niveau de l'endothélium et de la basale, des orifices, une discontinuité qui permet souvent à des éléments relativement volumineux, notamment à des cellules, de traverser la paroi endothéliale. Des capillaires sinusoïdes de ce style, on en rencontre pas dans énormément d'endroits, mais notamment dans des endroits où sont fabriquées ou produites des cellules, où il y a une circulation cellulaire moelle-osseuse, ganglion lymphatique et le foie, qui en est l'un des types particuliers. Ces sinusoïdes
On aurait dû les dessiner plus grands parce qu'ils sont plus volumineux que les précédents. Ils ont une taille qui varie entre 30 et 40 ou 50 microns de diamètre, donc singulièrement plus que les petits capillaires continus. Fin de la digression sur les capillaires, sur le fait que la paroi permet les échanges, sur le fait que l'endothélium n'est pas qu'une simple petite membrane qui est là pour faire joli sur les schémas, mais assure tout un ensemble de fonctions, en dehors même de la perméabilité qui est le support des échanges. On revient à l'unité microcirculatoire et à la notion qu'on venait de mettre en place que dans les unités microcirculatoires communes, il y a ainsi des anses capillaires qui sont présentes à tel ou tel endroit et qui forment un deuxième réseau, un réseau complémentaire de l'artériole et de la méta-artériole, et où donc peut s'engager, on le comprend aisément, une partie du sang circulant. L'un des intérêts des unités microcirculatoires, j'ai essayé de vous le dire avant de commencer la description, c'est que comme il n'y a pas une continuité directe entre structure de type artérielle et structure veineuse, il peut y avoir une régulation de la quantité de sang qui passe ou qui ne passe pas dans le secteur d'échange, dans le secteur des capillaires. Qu'est-ce qui permet de contrôler cette quantité de sang qui va ou qui ne va pas dans le secteur d'échange? Eh bien, deux mécanismes principaux. Le premier est le plus facile à objectiver est sans doute le fait que dans la paroi des capillaires, à l'origine des capillaires, on trouve assez souvent de petites masses, de petits amas de cellules musculaires lisses, à contraction involontaire, et bien sûr, de petites cellules musculaires lisses qui forment un petit manchon autour de la paroi capillaire à son origine, et qui représentent en physiologie ce qu'on appelle des sphincters qui sont précapillaires, leur nom indique tout. Premièrement, sphincter, petit dispositif dont la contraction augmente la pression luminale et donc diminue la quantité de sang qui va passer à tel ou tel endroit. Et deuxièmement, précapillaire, à l'origine du capillaire. Pardon, précisément, à l'origine des capillaires, donc tout près du réseau artériolaire ou méta-artériolaire. Dans ce schéma, premier élément, en insistant sur la présence des sphincters précapillaires, on peut dire que lorsque les sphincters se contractent, il y a une diminution de la quantité de sang qui passe dans le réseau des échanges, ici, dans le réseau capillaire. Et donc l'essentiel du sang, lorsque les sphincters sont contractés, va passer directement au travers de la méta-artériole, égale pas d'échange, tandis que lorsque les sphincters sont relâchés, c'est évidemment le contraire, et il y a plus de sang qui passe dans le secteur circulatoire capillaire, et donc qui est accessible aux échanges entre la lumière des capillaires et le tissu périphérique, le tissu conjonctif périphérique. Ça, c'est le premier dispositif de régulation, les sphincters précapillaires. Si on l'a compris, on a déjà compris tout le sel des unités microcirculatoires. C'est-à-dire qu'avec ça, on a déjà, dans les tissus périphériques, un système où il peut y avoir une régulation de la quantité de sang qui passe ou non dans le secteur d'échange. C'est là qu'est le message clé de ces unités. L'organisme est capable, en fonction des besoins physiologiques, que les physiologistes vous décriront le moment venu, de réguler la quantité de sang accessible à des échanges dans tel ou tel territoire, dans tel ou tel micro-territoire, et peut donc réguler à l'échelle de l'organisme la façon dont se répartit le sang dans tel ou tel territoire. Alors, c'est important à l'état physiologique, mais c'est particulièrement important en pathologie, quand dans certaines conditions, en particulier dans les chocs cardiovasculaires, l'organisme peut avoir intérêt à favoriser l'oxygénation de tel ou tel territoire noble par exemple, par rapport à des territoires périphériques. Alors, deuxième élément qui complète le dispositif et les possibilités qu'apportent les sphincters précapillaires, il y a des dispositifs littéralement de shunt qu'on appelle nous anastomose artério-veineuse ou artériolo-vénulaire, si on veut être totalement précis, ou encore segments anastomotiques, qui sont situés en amont des unités microcirculatoires, qui sont situés en amont de la partie potentiellement échange des unités microcirculatoires, et qui permettent de shunter carrément l'ensemble du dispositif méta-artériole réseau capillaire. Ces segments anastomotiques, ils sont de différents types. Ils sont éventuellement pourvus d'armatures musculaires
éventuellement de sphincter, qui permet aussi de réguler la quantité de sang qui va passer par le segment anastomotique directement entre artériole et vénule. Voilà la signification de l'unité microcirculatoire. Alors, je vous prie presque de m'excuser de vous le relivrer puisque vous êtes censé le connaître de l'année dernière, mais je pense qu'il n'était pas inutile qu'on le remette en place à la lueur des échanges et d'expliquer que sur ce petit gribouillis, sur ce petit dessin qu'on peut trouver amusant ou pas, suivant l'humeur dans laquelle on est, mais il y a une dimension physiologique indiscutable qui est 2 circuits d'échange, 2 circuits circulatoires, une voie qui est, et là c'est une des notions principales qu'il faut avoir en tête, la voie dérivative, qu'on appelle encore dans certains traités la voie prédominante, et dont on peut résumer la signification d'un nombre en disant que dans des conditions physiologiques, dans un territoire banal de ces unités microcirculatoires communes, on considère que c'est l'essentiel du sang, 75% du sang circulant qui passe directement du réseau artériel au réseau veineux sans faire l'objet d'échanges tissulaires, sans livrer de l'oxygène, des acides aminés, du glucose, des hormones, tout ce que vous voulez, au tissu périphérique. Et c'est seulement, bien sûr, le reste, les 25%, qui correspondent à la voie qu'on appelle métabolique, c'est-à-dire à la quantité de sang qui, dans les unités microcirculatoires, à l'état basal, passe dans le réseau des capillaires sanguins et peut faire, compte tenu des conditions de pression, de circulation osmotique, de la vitesse de, etc., bref, des facteurs physiologiques, peut faire l'objet d'échanges entre l'intérieur du capillaire, c'est-à-dire le sang circulant, et ce qu'il y a autour, c'est-à-dire un tissu. Et un tissu qui est habituellement, vous le savez, un tissu conjonctif, avec ce que ça sous-entend de substances, de cellules, pardon, quand même en histologie, j'aurais dû mettre les cellules au premier plan, 1000 excuses pour cette irrévérence sémantique, le fibroblaste, mais aussi la matrice avec les fibres et surtout le liquide qui est l'élément essentiel de la matrice extracellulaire. Tiens, la matrice extracellulaire et notamment son liquide correspondent aux éléments essentiels qu'on va trouver dans le tissu conjonctif et qu'il faut considérer comme zones où vont arriver notamment les substances qui sortent des capillaires pour aller dans les tissus, dans le tissu conjonctif périphérique, c'est-à-dire de l'eau, des substances, comment on les a appelées en première année déjà? Ah oui, exogènes. Bon. Vous savez qu'à côté des substances exogènes, qui sont des substances qui proviennent donc de ces échanges dans le sens sorti du capillaire vers le tissu périphérique, il faut rajouter qui peut aussi passer des cellules, les cellules de passage d'origine sanguine qui vont passer dans le tissu conjonctif et éventuellement exercer leur rôle. Puis vous savez aussi qu'en retour des échanges, tiens, les échanges se font dans les deux sens, il y a des substances qui passent de la matrice vers le capillaire sanguin et bien sûr, là aussi, des substances de signification exogène, des produits du catabolisme cellulaire notamment, qui vont être réabsorbés ou qui vont être absorbés plutôt dans le réseau capillaire avant de repartir dans la circulation veineuse. Conditions circulatoires. Je crains que dans les cours d'histologie et de physiologie ou de physique, on vous parle relativement peu des écoulements vasculaires dans le territoire de la microcirculation. Je voudrais juste insister sur un ou deux points. Le premier point, c'est que les conditions hémodynamiques d'écoulement des liquides, d'écoulement du sang dans les vaisseaux ne sont pas pareilles dans tous les points du système circulatoire. Les conditions hémodynamiques dans les gros vaisseaux comme l'aorte ou même dans les veines pour le retour ne sont pas identiques à ce qui se passe dans le tissu microcirculatoire. Alors deuxième point, que se passe-t-il dans le réseau microcirculatoire? Eh bien, il y a des modifications qui commencent au niveau des artérioles avec un écoulement qui tend à devenir, comme il est écrit sur la diapositive, laminaire, c'est-à-dire à séparer des lames plus ou moins concentriques, à l'intérieur du vaisseau. Et on résume souvent le résultat de ces flux au niveau artériolaire en disant qu'il se met en place, qu'il y a un courant axial et un courant marginal. Très rapidement, il y a deux parties. Il y avait une partie périphérique et une partie centrale du flux.
ceci, ça n'est qu'un préalable pour ce qui va se passer dans le territoire qui nous intéresse réellement, qui est le réseau capillaire, où là, l'écoulement n'est ni turbulent, la loi de Poiseuille que vous avez appris et dont vous vous souvenez sûrement mieux que moi ne s'applique pas, ni laminaire. Mais il y a un écoulement qui se fait en obéissant à des règles différentes, en n'étant pas quelque chose de stable, et pour lequel un certain nombre de définitions physiques ont été apportées, et notamment la notion qu'il y a une pression seuil de circulation dans le système capillaire. Tiens, il faut qu'il y ait une pression suffisante pour que du sang passe dans le réseau capillaire, indépendamment même de l'action des sphincters précapillaires dont on parlait tout à l'heure. Il y a surtout